Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Toujours un plaisir de vous accueillir à TV5 Monde et en particulier dans le 64 minutes. Pour vous présenter en deux mots, vous êtes historien, l'un des meilleurs spécialistes français du Moyen-Âge et vous êtes notamment passionné depuis près de 50 ans par la symbolique des couleurs, des blasons, c'est ce qu'on appelle l'héraldique, et par la symbolique des animaux. Vous avez dû écrire, je crois, une trentaine de livres, dites-moi si je me trompe. Un peu plus. Un peu plus même. Par exemple sur le bleu, le noir, le vert, le rouge ou encore sur l'ours, sur le cochon. Et puis aujourd'hui, votre nouveau livre donc est consacré à un animal qui a souvent mauvaise réputation, mais pas toujours, on va le voir. C'est le loup. Vous publiez donc une histoire culturelle du loup aux éditions du Seuil. Alors, un mot d'abord, les animaux en général n'intéressent pas beaucoup les historiens. Vous faites un peu exception. Pourquoi ce désintérêt selon vous ? Oui, c'est un désintérêt qui est en train de changer. Mais en effet, quand j'étais étudiant puis jeune chercheur et que je commençais à travailler sur l'histoire des relations entre l'homme et l'animal, ça semblait de la petite histoire. Ça n'était pas sérieux. L'animal n'avait rien à faire sur le devant de la scène universitaire. Et puis en 50 ans, j'ai vu les choses changer. Il y a d'ailleurs une actualité de l'animal aujourd'hui, le droit des animaux, le comportement alimentaire des humains. Qui évolue beaucoup d'ailleurs. Qui évolue beaucoup. Ouais. Et les historiens évoluent en même temps. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet un peu carrefour. Vous êtes devenu à la mode alors. Voilà, j'ai vu les choses changer et je m'en réjouis. Alors dans ce dernier livre, vous rappelez que le loup occupe une place centrale, on peut le dire, dans l'imaginaire européen. Par exemple, ça a commencé dans les mythologies celtiques et grecques, évidemment chez les Romains, avec la fameuse louve du Capitole chez Romulus et la maman de Romulus et Rémus. Voilà, là où est liée à l'histoire de la fondation de Rome. Ouais. C'est elle qui a recueilli les jumeaux Romulus et Rémus, promis à la noyade dans le Tibre. Voilà, là, on voit la tête de cette louve. Voilà, et elle les a nourris de son lait, elle les a élevés, et elle a été plus ou moins déifiée au fil de l'histoire. Là, c'est la louve mère, protectrice. Voilà, c'est la bonne mère. C'est la bonne mère. Alors, on avance un peu dans l'histoire. La Bible, elle ne parle pas beaucoup du loup, mais pour les chrétiens, on peut dire que le loup, c'est l'ennemi de l'agneau et donc l'ennemi de Dieu, d'une certaine manière. C'est cela, oui. Le mauvais loup, au fond, apparaît pendant le haut Moyen-Âge et c'est le christianisme qui le dévalorise beaucoup. Ouais. On lui attribue tout un cortège d'adjectifs. Il est vorace, il est cruel, il est dangereux, il est lubrique, il est rusé, etc. Ouais. Et c'est là que se forge cette image très négative. Alors, le loup, il est très présent. Vous venez de parler du Moyen-Âge. Il est très présent au Moyen-Âge. Hein, il est très présent, oui, parce qu'il est proche des humains, il s'approche des villages, spécialement dans les périodes où les hommes et les animaux sauvages ont faim, en période de crise, et donc il est dangereux. Dans l'Antiquité, il n'est dangereux que pour les troupeaux, là il devient dangereux pour les hommes, les femmes, les enfants. Ouais. Alors au Moyen-Âge, je pense que c'est au XIIe siècle, il y a le fameux roman de Renard, où le loup, là, il est plus méchant, il est plutôt ridiculisé. Voilà, c'est un loup trompé par les autres animaux, spécialement par le renard. C'est un loup ridicule, peut-être pour conjurer cette peur du loup qui est quand même très très grande, à moins qu'on soit dans une période où ça se calme un petit peu. En tout cas, ça ne dure pas parce que la peur du loup revient à la fin du Moyen-Âge et traverse toute l'époque moderne jusqu'au XIXe siècle. C'est-à-dire que le statut du loup, il a pas mal changé à travers les âges, mais globalement, on peut dire que le loup, d'abord, c'est un animal qui inspire la peur, voire la terreur. Voir la terreur, oui, ça va, ça vient selon les époques, mais globalement, entre la fin du Moyen-Âge et le moment où Pasteur met au point le vaccin contre la rage, dans les campagnes européennes, là où le loup a subsisté, on en a très très peur. Ouais, et dans les fables, les contes, le loup, il a toujours le mauvais rôle, hein, que ce soit chez Perrault ou même La Fontaine. Voilà, c'est le grand méchant loup, celui des contes et celui des fables. Chez Perrault, ça finit très très mal, le petit chaperon rouge. Le loup dévore la fillette et la grand-mère, et puis ça finit comme ça. Alors que dans la version des frères Grimm, plus tard, au début du 19e siècle, un chasseur finit par ouvrir le ventre du loup et sort la grand-mère et la fillette qui sont vivantes. Il faut d'ailleurs signaler, on en a vu quelques-unes, il y a de très très belles illustrations dans votre livre. Hein. Il y a évidemment tout ce que vous avez écrit sur l'histoire du loup, mais il y a aussi de très très belles illustrations. On va encore en voir d'autres ensemble. Alors, plus proche de nous, on remonte toujours dans le temps, c'est la bête de Gévaudan. Ça, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle, avec Oui, c'est sous Louis XV. Voilà, c'est en Lozère. Voilà, dans le sud du Massif central, pendant 3 ans, un monstre qui ressemble à un loup terrorise les populations. Il y a environ 120-130 morts, 250 attaques. Les dragons du roi Louis XV n'arrivent pas à mettre fin à ce cauchemar. C'est une légende, évidemment.
On ne sait pas très bien, à dire vrai, aujourd'hui, ce qui s'est passé. Ça s'arrête brutalement au mois de juin 1767. Ce qui est intéressant, c'est que, pour la presse notamment, les nouvelles circulent très vite. La bête attaque une bergère en fin d'après-midi dans le Massif central. Le lendemain matin, toute l'Europe est au courant. Et on est au XVIIIe siècle. Ouais. C'est en fait une grande peur des zones rurales peu fréquentées, une de ces grandes peurs qui précèdent la Révolution française. Ouais. Alors il faut attendre le XXe siècle en fait pour que le grand méchant loup redevienne attachant, hein, comme dans le livre de la jungle par exemple de Kipling. Voilà, 1894 si je me souviens bien. Ouais. Donc c'est un tournant. Hein. L'image du loup va changer. L'année après, André Pasteur invente le vaccin anti-rabique. Le loup a disparu de certaines régions d'Europe et le grand méchant loup s'atténue et le gentil loup prend sa place dans le livre pour enfants, dans le livre pour la jeunesse, Cro-Blanc de Jack London par exemple, puis dans la bande dessinée, dans le dessin animé, dans le bestiaire des jouets en peluche. Aujourd'hui, il y a des loups. Vous parlez de bande dessinée ou de dessin animé, alors il devient carrément lubrique avec Tex Avery aussi, qui est un des loups les plus célèbres. Extraordinaire. 1943, Tex Avery a revisité le petit chaperon rouge et le loup le rencontre la jeune fille, puis c'est plus une fillette, se précipite chez la grand-mère avec l'idée de la dévorer, sinon de la violer aussi. Mais il tombe sur une grand-mère beaucoup plus lubrique que lui, et qui le terrorise et il s'enfuit. Vous dites quelque part d'ailleurs que s'il fallait suivre la psychanalyse, ce serait pas, on devrait dire le chaperon vert. Voilà, parce que dans les sociétés anciennes, si, comme le pense la psychanalyse, la fillette petit chaperon rouge a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup et que le rouge serait la couleur de la sexualité. Dans les versions anciennes du conte, notamment au Moyen-Âge, les amours enfantines et l'éveil à la sexualité, c'est lié à la couleur verte, pas à la couleur rouge. Alors le loup, il est de retour dans l'actualité en France parce qu'il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre les loups. Hein. J'ai vu qu'il est présent dans les Alpes, à nouveau dans les Alpes et les Pyrénées. Je crois qu'il y a 72 meutes qui ont été identifiées, environ ça fait 500 loups. Et les éleveurs, évidemment, ils sont vent debout contre. Comment vous positionnez dans ce débat, vous qui connaissez bien le loup? Est-ce que vous êtes pour la réintroduction du loup ou contre? Je suis partagé. On va me demander mon avis, bien sûr, et je vais être obligé de le donner. Les deux positions se défendent et en même temps sont inconciliables. C'est vrai que le loup a le droit de revivre à l'état sauvage. Il s'est d'ailleurs réintroduit tout seul, mais en même temps, il mange des brebis. Donc pour les bergers, c'est une perte économique considérable. Il va falloir trancher. Ce qui m'embête un peu, c'est que les historiens ont été pris à partie dans ce dossier avec l'idée de la part des défenseurs de l'environnement et même de certains éthologues que les loups n'attaquent jamais les humains. Donc les historiens ont menti en racontant des histoires de loups qui agressaient dans les siècles passés les hommes et les femmes et les enfants. Ce qui est vrai, les loups n'attaquent pas les humains, sauf s'ils ont faim. Les loups d'aujourd'hui, mais ce ne sont pas les loups d'autrefois. Il n'y a aucun rapport d'ailleurs entre la vie des campagnes au XXIe siècle et la vie des campagnes au XVIIe, au XVIIIe siècle. Bien sûr, l'histoire, c'est l'histoire. Alors, je voudrais revenir sur une autre de vos passions, j'en parlais tout à l'heure, c'est la couleur, les couleurs. Il paraît que vous préparez un livre sur le jaune. Voilà, c'est le 5e de ma série monographique. Après bleu, noir, vert, rouge, je termine mon livre jaune, histoire d'une couleur. J'arrive vers le dernier chapitre et l'actualité m'a un peu rattrapé. Justement, ces fameux gilets jaunes, qu'est-ce qui vous inspire? Il m'inspire l'idée que c'est une nouveauté, parce qu'en politique, en France, mais même dans les pays voisins, c'est une couleur qui a été soigneusement évitée en politique depuis la Révolution française, parce qu'elle a mauvaise réputation. Pourquoi? Et notamment, c'est la couleur du mensonge, c'est la couleur de la trahison, c'est la couleur des traîtres. Les syndicats jaunes, par exemple, au XIXe siècle, ce sont ceux qui roulent pour le patronat en faisant semblant de défendre les ouvriers. Donc, soigneusement, partis politiques et mouvements d'opinion avaient évité cette couleur jusqu'à présent. Oui, mais il faut dire que toutes les autres couleurs avaient été prises. Voilà. C'est un choix peut-être par soustraction, c'est la couleur qui restait. Elle était disponible, c'est aussi une affaire de voiture et de gilet présent dans la voiture. Donc, en tant qu'observateur et historien, j'attends de voir si ça va perdurer. Cette couleur est mal aimée d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion. Quelle est votre couleur préférée ? Parmi les 6 couleurs de base, c'est la dernière. Le bleu écrase tout. Ensuite vient le vert, puis le rouge, puis le noir, le blanc et enfin le jaune. Il y a très peu de gens qui ont le jaune pour couleur préférée. Ceci dit, c'est une couleur très visible. Et dans l'objectif des gilets jaunes, elle rend son office. C'est-à-dire elle est efficace. Voilà, on la voit et ils veulent être vus. C'est tout à fait pertinent. On peut dire que votre livre va être, comment dirais-je, servi par l'actualité. Voilà, il faut attendre un petit peu, mais encore 9 mois, il va paraître.
Oui. Michel Pastoureau, d'où vous vient cette passion pour les couleurs et aussi pour les animaux? Ces deux passions un petit peu, j'allais dire, insolites, inhabituelles. Insolite et enfantine. Au fond, je viens d'une famille de peintres et donc j'ai grandi et joué dans des ateliers d'artistes quand j'étais enfant. Donc, ce sont des terrains de jeu magnifiques. Je pense que c'est là qu'est né mon intérêt pour les couleurs. Hein? Et puis, les animaux, c'est un intérêt lié aussi à l'enfance et puis à la campagne normande et bretonne que je fréquentais. Et, donc, j'ai toujours gardé ce goût pour ces deux domaines, animaux et couleurs. J'ai eu du mal en tant que jeune historien à faire comprendre que c'était des sujets sérieux qui relevaient au fond de l'histoire sociale et culturelle. C'est à peu près gagné, donc je m'en réjouis, mais ça a mis un certain temps. Alors, je disais, vous avez beaucoup travaillé sur l'ours et sur le loup. Des deux animaux, lequel est le plus dangereux selon vous? Ah, le loup est plus dangereux pour les humains que l'ours. L'ours se défend, bien sûr, si on l'attaque, si on l'embête, mais le loup est dangereux. Notamment, le loup n'attaque pas tout seul. En général, il attaque en meute. Il est plus dangereux. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Donc, Le Loup, une histoire culturelle, donc aux éditions du Seuil. Un remarquable livre. J'allais dire pour les fêtes, c'est un peu tard, mais on peut l'acheter n'importe quand, tellement il est passionnant. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes.